writing to the White House to demand who knew in advance that the president was going to once again flip-flop on tariffs, and are people cashing in? There is just all too much opportunity for people in the White House and the administration to be insider trading, and you can't put it past them for a minute. Le président des États-Unis a-t-il commis un délit d'initié? Plusieurs élus démocrates soupçonnent Donald Trump d'avoir manipulé les cours de la bourse hier, qui se sont envolés, je vous le rappelle, après l'annonce d'une suspension de 90 jours de la majorité des droits de douane. Que s'est-il passé? De quoi accuse-t-on le président américain exactement? Je vous explique. Depuis l'annonce de l'imposition de tarifs douaniers à plus de 170 pays mercredi dernier, les marchés boursiers ont connu plusieurs jours de baisse. Des baisses jamais vues dans certains cas depuis l'éclatement de la bulle technologique en 2000 et même la crise économique de 1987, le krach boursier de 87 pour certains indices. Extrême volatilité donc depuis jeudi dernier. Et hier matin, à 9h37, Donald Trump a publié ceci sur son compte Truth Social. C'est le moment idéal pour acheter Donald J. Trump. Le président invitait donc les investisseurs à acheter des actions après toutes les baisses consécutives des derniers jours. Moins de 4 heures plus tard, 13h18, toujours sur Truth Social, il dit « J'ai autorisé une pause de 90 jours et un tarif réciproque considérablement réduit pendant cette période de 10 également avec effet immédiat. » Réaction instantanée donc sur les marchés après 4 séances de dégringolade, une hausse extrêmement rapide des marchés boursiers de 5 à 12 pour les principaux indices. Les marchés ont regagné environ 4 000 milliards de dollars, soit 70 de la valeur qui avait été perdue au cours des 4 séances précédentes. La question que se posent les élus démocrates et plusieurs analystes aujourd'hui, est-ce que Donald Trump envisageait déjà la pause tarifaire lorsqu'il a publié son premier message en matinée, 4 heures finalement avant d'annoncer sa pause dans les tarifs réciproques? Qui savait que cette pause arrivait? Combien de personnes savaient? Et qui en a profité? Ce que Donald Trump a fait peut-il être considéré comme un délit d'initié? Un délit d'initié, c'est quoi? Le petit Robert dit que c'est une infraction commise par une personne qui utilise les informations privilégiées qu'elle détient pour faire des opérations boursières profitables. Donc, utiliser une information privilégiée, une information qui est importante, précise et qui n'est pas publique à tous, là, pour acheter, pour vendre des titres financiers comme des actions ou des obligations pour en tirer un avantage personnel. Se peut-il donc que des gens savaient ce qui s'en venait et que Donald Trump, par exemple, a publié ce message pour donner l'impression que tout le monde avait la même information en disant « c'est le temps d'acheter ». Est-ce qu'il y a matière à délit d'initié? En tout cas, c'est une infraction criminelle très grave aux États-Unis qui est passible d'une peine de prison allant jusqu'à 20 ans, des amendes allant jusqu'à 5 millions de dollars américains pour les particuliers et de 25 millions pour les entreprises. La Securities and Exchange Commission, l'équivalent de notre autorité des marchés financiers, et le département de la justice sont les principales agences responsables d'enquêter sur les délits d'initié. Avec nous, Tasha Kéredine, Jacques Letourneau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Jacques, Donald Trump qui avertit la planète entière que c'est le temps d'acheter hier matin. En avez-vous profité? Non, moi, je gère pas ces affaires-là. J'y comprends pas grand-chose, mais est-ce que ça ressemble à un délit d'initié? Est-ce que ça vous trouble, en tout cas, qu'il dise ça le matin et que 4 heures plus tard, il annonce la suspension des tarifs? Ah non, mais c'est plus que troublant. Mais en même temps, ce que je trouve fascinant, c'est que nous, on est rigoureux. Alors, nous, on fait du travail sérieux. Donc, avant d'accuser quelqu'un, j'entendais, là, tous les experts ont l'air de dire ça mérite une enquête. J'entendais le grand patron de la Caisse de dépôt ce matin dire à Masbourian c'est du jamais vu. J'ai jamais vu une affaire de même. Mais bon, on respecte les règles du jeu. Donc, imaginez l'inverse. Imaginez si ça avait été Biden ou les autres. Il serait déjà au banc des accusés. C'est absolument incroyable. Donald Trump atteint des sommets. Est-ce qu'il a créé les tarifs pour faire chuter la bourse, pour en profiter, lui et sa gang? Je suis pas sûr. Sans aller jusque-là. Non, mais je suis pas sûr, parce que quand tu ouvres la boîte de Donald Trump puis tu cherches quelque chose, la boîte est vide. Il est vide. Fait qu'on a beau virer la question de tous les bords, de tous les côtés. Alors, c'est-tu l'œuf ou la poule? Mais une chose qui est certaine, c'est que les démocrates vont faire le travail. Mais là, la grande question, c'est qu'on va-tu être capable de faire le travail jusqu'au bout pour le coincer? Exact. Et de savoir s'il a favorisé des intérêts privés ici, cette espèce d'oligarchie de milliardaires qui tourne autour du président, Tasha.
Mais moi, j'avais dit ça la première fois qu'il avait imposé des tarifs. J'ai dit, je soupçonne que quelqu'un fait de l'argent quelque part. Et oui. bon, cette fois-ci, avec tous les bouleversements qu'on a vus dans la dernière semaine, c'est vraiment clair que certains gens ont profité. Est-ce qu'ils avaient d'informations avant le fait pour se faire? La difficulté, comme Jacques a dit, c'est le prouver. On peut être sûr que M. Trump serait très soucieux de ne pas être pris par cela et c'est un businessman depuis très longtemps. Il connaît les règlements, il connaît comment éviter probablement être piégé. Mais on sait aussi qu'il vend une version de crypto, de monnaie crypto personnelle. Les gens peuvent investir là-dedans. On sait aussi que les gens avaient donné beaucoup d'argent lors de son inauguration, les diverses compagnies comme Meta, par exemple, 100 000 $ ici, 100 000 $ là. OK, c'est le roi qui reçoit ses tributs, là. C'est un peu épouvantable et ça fait vraiment penser. Et ce que ça fait, ça mine la confiance. Et c'est ça le plus grand problème. Ça mine la confiance dans le gouvernement et dans la démocratie. Regardez les images. Charles Schwab, de la firme Charles Schwab, qui a créé Charles Schwab, là, qui est une entreprise de gestion de placement. Le monsieur a 87 ans. Il est dans le bureau ovale hier, mercredi. Écoutez ce que Donald Trump lui dit. This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad. He's in financial. Ouais, il a fait 2,5 milliards. Bravo, c'est formidable. Mais il a fait 2,5 milliards parce que le président Trump a décidé ce qu'il a décidé à 13h18, Jacques. Oui, absolument. Et puis, souvent, il y a les théoriciens du grand complot. Là. Je le disais tantôt, dans le fond, tu ouvres la boîte de Trump, puis il n'y a rien en dessous. Ils le font au vu et au su de tout le monde. Trump est convaincu que, finalement, il est bon pour les États-Unis parce que les riches deviennent encore plus riches. Donc, il va baisser leurs impôts. Puis, en plus, il leur permet, par le truchement des tarifs, avec, évidemment, l'impact que ça a sur les marchés boursiers. On aurait voulu écrire une satire sur la politique qu'on n'aurait jamais posé pour pousser le scénario aussi loin. Donc, il n'y a pas de complot, là. Ils le font et ils le disent. Et ils s'en félicitent. Absolument. D'ailleurs, dès l'inauguration, autres images qu'on veut vous montrer, dès l'inauguration, il y avait les milliardaires de la technologie, les Jeff Bezos, Elon Musk, bien sûr, mais Jeff Zuckerberg également, qui était là. C'est comme une forme d'oligarchie, là, je répète ce mot-là, de personnes très, très privilégiées qui sont autour de lui. Et on nous disait, selon Forbes, qu'il y a 10 milliardaires, des donateurs de la campagne présidentielle républicaine, qui ont enregistré des pertes de plus de 10 milliards entre le 2 avril et mardi cette semaine. Pensez-vous que ça a joué, Tasha? Oui, je pense que clairement, comme j'ai dit, on ne peut pas prouver, mais on soupçonne que ça joue. Et on soupçonne aussi que ces gens-là, il y a certains gens qui sont très frustrés par ce qui se passe et qui vont parler au président. Ce qui se passe en Chine, par exemple, avec les tarifs, ça change beaucoup pour les manufacturiers d'iPhone, ça change pour Apple, ça change... Tu sais, c'est vraiment... Les gens sont affectés dans le secteur de la technologie beaucoup par ce qui se passe. Mais c'est aussi vrai qu'avec les mouvements boursiers, s'ils ont de l'information, ils peuvent se protéger contre les pertes. Ils peuvent prendre avantage des augmentations. La personne ordinaire ne peut pas faire ça. Non. Et c'est ça qui creuse aussi cette division entre justement l'oligarchie, comme vous décrivez, et la personne moyenne. Et à la longue, je pense que ça aussi mine la confiance dans M. Trump parce que ses électeurs, c'est ces personnes moyennes. Mais je présume que s'il y avait des accusations ou des critiques, Donald Trump pourrait dire « Je l'ai dit à 9h30 sur les réseaux sociaux, achetez, c'est le temps d'acheter. Je vous l'avais dit que c'était le temps d'acheter aujourd'hui. » En tout cas, il y en a qui le savaient, ce qui s'en venait, Howard Lutnick notamment et Scott Bessent. Puis en même temps, on se dit, c'est un peu normal que le secrétaire au Trésor, secrétaire au commerce doivent le savoir. On imagine qu'ils doivent le savoir. Ils disent qu'ils ont discuté de ce que le président allait annoncer. C'est Lutnick hier qui disait « M. Bessent et moi avons rencontré le président pendant qu'il rédigeait l'une des publications les plus marquantes de sa présidence sur Truth Social. Le monde est prêt à collaborer avec le président Trump pour redresser le commerce mondial, tandis que la Chine a choisi la direction opposée. » L'histoire nous dira si Howard Lutnick en a profité ou si M. Bessent en a profité. Est-ce
Est-ce que les démocrates tiennent quelque chose, Jacques, et que ça peut mener à une commission d'enquête, à une commission du Congrès aussi, et que ça peut donner quelque chose? En fait, on l'espère, parce que c'est vrai que les démocrates se cherchent pas mal depuis la défaite électorale du mois de novembre. En même temps, on revient toujours à l'autre question. Est-ce que c'est possible d'aller... Bon, évidemment, on peut demander une commission d'enquête, minoritaire au Sénat, minoritaire au Congrès. Bon, alors, oui, on tient quelque chose, mais dans le rapport que le président entretient, M. Trump, avec tout le système juridique américain en ce moment, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable? On a essayé, là, entre ces deux mandats, de le coincer sur 2-3 affaires. Il a même été mené devant des tribunaux, il a même eu des jugements, puis il n'est pas en prison, là, il siège à la Maison-Blanche. Donc, j'espère qu'on tient quelque chose, mais ça va-tu fonctionner? Ça, je ne sais pas. On parle d'oligarchie, un mot qui est au cœur de la tournée de Bernie Sanders et d'Alexandria Ocasio-Cortez qui parcourent les États-Unis pour dénoncer l'oligarchie. Extrait. Guess what? The job you have today ain't going to be here in 10 or 15 years. And you think Musk and his friends are saying, oh, my goodness, how do we protect American workers from the explosion in technology that we're seeing? They don't give a damn about you. If this is what they could do to federal employees, think about what they could do to people in the private sector. Qu'est-ce que vous pensez de ce message, Tasha? Je pensais jamais que je serais sur le même côté ou le même bord que Bernie Sanders, mais nous voilà. Jacques va applaudir. Oui, mais non, et je pense qu'il a raison. Et cette nouvelle oligarchie ou la description que c'est une oligarchie, je pense que c'est vrai. On voit un rapprochement de gens de la plus haute niveau de revenus autour du président depuis l'inauguration, depuis à son adresse aussi au Congrès qu'il a fait quand il avait parlé. Il avait des gens dans la salle qui représentaient cet échelon. Et je pense que ça fait un peu des États-Unis, comme je dirais, comme, tu sais, on reproche aux pays, certains pays qui ne sont pas démocrates, pays, par exemple, en Afrique ou Amérique du Sud, on dit « Oh, ces gens se comportent comme des rois et c'est une oligarchie. » Bien, les États-Unis virent du même bord. Mais c'est supposé d'être la plus grande démocratie, un exemple dans le reste du monde. Et au lieu de faire ça, il devient un peu comme Poutine, aussi, avec tous ses amis qui sont dans les grandes sociétés. Voilà. C'est vraiment déplorable, honnêtement. OK, Jacques, un petit mot rapide là-dessus? Oui, bien rapide. J'applaudis, mais j'aimerais mieux ne pas applaudir. J'aimerais mieux m'obstiner avec Tasha sur autre chose parce que, honnêtement, on assiste effectivement à quelque chose de dramatique. Moi, je suis un critique d'une économie capitaliste, néolibérale, de ces entreprises qui font beaucoup d'argent, mais il y a quand même des règles du jeu qui sont respectées en démocratie, que des conservateurs, des libéraux, des gens de gauche vont respecter. Là, les règles du jeu sont complètement changées et c'est ça qui est épouvantable. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.